Donc, encore une fois, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, on va parler internationalisation, un passage obligé ou pas, on verra arriver à un certain stade de croissance. En tout cas, pour parler de ce sujet-là, du coup, on reçoit Hélène Draoulec, qui est CMO chez Phoenix. Bonjour Hélène, et merci. Salut. Donc, j'allais dire, c'est un retour parce qu'on avait déjà fait un épisode de podcast ensemble, mais du coup, c'est un plaisir de pouvoir t'avoir sur ce sujet-là dans la communauté, d'autant que la situation a un petit peu évolué pour toi. Donc, est-ce que tu peux peut-être juste, en introduction, te représenter en quelques mots, s'il te plaît? Bah ouais, plaisir de démarrer l'année avec toi, Axel. Ravi de faire mon comeback sur le Café du Market, effectivement, avec une nouvelle casquette. Donc moi, je m'appelle Hélène Draoulec. J'ai 41 ans. J'habite en région parisienne. J'ai 2 enfants et je suis une grande fan d'impro et de ballet quand je ne suis pas CMO. Et donc, quand je suis CMO chez Phoenix, qui est une entreprise qui est pionnière dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et non alimentaire et qui a développé des solutions digitales et opérationnelles qui permettent de donner une seconde vie aux produits invendus. Et donc, on va parler d'internationalisation aujourd'hui. Et en tout cas, ce que je vais pouvoir vous partager aujourd'hui, c'est mon expérience dans plusieurs entreprises qui ont connu des développements à l'international. Et j'ai eu la chance, en plus, de travailler dans différents contextes. J'ai à la fois travaillé dans des entreprises américaines qui se développaient en Europe. J'ai vécu l'inverse, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans une entreprise française qui se développait aux États-Unis. Et j'ai aussi travaillé dans des contextes où j'étais basée en France et on devait se développer à travers l'Europe. Donc, en résumé, j'ai managé des équipes marketing et des équipes BDR à l'international, dans plein de pays différents. Donc, évidemment, en France, mais aussi en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et aux États-Unis. Donc, ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur comment on peut se développer dans un contexte international, les conséquences pour le positionnement de la boîte, les conséquences pour l'organisation qu'on va mettre en place. Et tout ça, je l'ai compilé dans un chapitre sur le marketing international que j'ai écrit dans un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Quand les startups et les licornes réinventent le marketing » et qui est signé par le collectif Tech Marketing Leaders. Voilà. Yes, effectivement, à découvrir. J'ai eu l'occasion, enfin, en tout cas pour le coup, moi j'ai ma copie. Et il Bien, faudra que tu me le signes à l'occasion d'ailleurs. avec plaisir. Euh, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu as dit effectivement une expérience très internationale. C'est vrai que là, on va prendre l'angle, du coup, plutôt de l'entreprise française qui a vocation à s'étendre. La première question que je voulais te poser, du coup, c'est en fait à partir de quel moment, de quel stade de croissance, la question de l'internationalisation, elle se pose? Ouais, c'est une excellente question parce que c'est toujours un peu cette petite musique, j'ai l'impression, qui flotte dans la tête des dirigeants. Quand est-ce qu'on démarre l'international? Et à chaque fois, quand on est directeur marketing et qu'on a le fondateur d'une boîte qui vient vous voir dans le bureau en disant alors, on va lancer l'international, il y a un peu un moment de super grosse excitation et un peu de panique en même temps en se disant oh là là, ça c'est vraiment the elephant in the room, quoi. C'est vraiment le gros sujet qu'on va devoir aborder. Et ça mérite d'être réfléchi. Ça doit pas être un coup de tête. Donc, pour moi, il y a 3 situations où on peut se poser la question de est-ce qu'on va à l'international? La première situation, si vous êtes une entreprise française, c'est saturation du marché local. C'est-à-dire que vous avez déjà bien adressé votre marché, vous avez un fort taux de pénétration et là, vous sentez que votre croissance, ça va commencer à ralentir dans les prochains mois. Pas parce que vous n'êtes plus performant, mais simplement parce que vous avez moins de clients potentiels. Et donc là, ça fait sens, c'est assez logique de se dire, on va aller chercher des nouveaux clients là où ils sont, donc dans d'autres géographies. La deuxième raison, c'est les demandes organiques. Donc là, vous êtes une entreprise française, vous avez des clients français, mais qui ont une présence à l'international. Et assez naturellement, ils vont vous dire, voilà, en fait, on aimerait bien que vous nous accompagniez sur tel ou tel marché. Et donc, dans ce cas-là, ça peut faire sens d'aller se lancer avec eux. C'est en plus beaucoup moins périlleux de le faire, puisqu'en fait, on se lance sur un nouveau marché, mais on a déjà un client qui est prêt à nous accompagner et à nous utiliser un peu en POC sur ce marché-là. Donc, c'est ce que j'ai connu, par exemple, quand je travaillais chez Diabolocom. On avait des gros clients français qui me disaient « Hey, les gars, ce serait sympa de nous accompagner sur d'autres géographies. » Le dernier point, la dernière situation, qui est la situation un peu plus risquée, entre guillemets, c'est les investisseurs
qui vont vous pousser à l'internationalisation après une levée de fonds ou alors après une entrée en bourse. Et donc, dans ce cas-là, qui vont vous dire, ça fait partie de la strate à moyen terme ou à court terme de se développer à l'international. Et moi, c'est ce que j'ai connu lorsque je travaillais chez Zendesk et chez Yext. Je suis arrivée à chaque fois dans ces entreprises américaines après une entrée en bourse au NYSE. Et donc, ça faisait partie de la stratégie post-entrée en bourse de se développer en Europe. Donc là, chez Phoenix, aujourd'hui, chez Phoenix, on a une présence en France, en Espagne et en Italie. Et notre internationalisation, elle s'est faite suivant le cas numéro 1 dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'en fait, on est très leader sur le marché français, on a une très forte notoriété, on a un fort taux de pénétration sur notre cible. Et donc, assez naturellement, on a eu besoin d'aller chercher des leviers de croissance dans des pays hors de la France, que sont l'Espagne et le Portugal. Et ce que je voudrais peut-être le petit conseil que j'aimerais vous partager, c'est dans tous les cas et dans les trois scénarios, attention de ne pas se brûler les ailes et de ne pas vouloir aller trop vite parce qu'une internationalisation non maîtrisée, ça peut coûter très cher. Et je pense qu'on en reparlera, Axel, mais il y a vraiment des étapes à bien respecter avant de se lancer tout azimut dans l'ouverture d'un marché, voire, comme j'ai pu le voir dans certaines boîtes, dans l'ouverture de plusieurs marchés en simultané, où là, on démultiplie les risques de se planter. Ouais, justement, on va passer un petit peu les différentes étapes parce que du coup, bon, une fois qu'on est dans une de ces trois situations et qu'on a du coup effectivement cette demande d'internationalisation, qu'on doit passer par là, comment est-ce que tu choisis déjà le premier, le bon pays, le bon marché à ouvrir? Parce que en fait, est-ce que tu privilégies d'abord plutôt la profondeur de marché, la facilité culturelle ou technique? J'allais dire d'autant en plus chez Phoenix, vous en plus il y a enfin, un terme logistique qui doit falloir répliquer. Donc, c'est pas ouvrir un marché, c'est pas juste traduire une application ou traduire son site web, quoi. Non, clairement pas. Alors c'est un bon point en fait. Tu as un peu là aussi deux salles, deux ambiances. Il y a des gens qui vont plutôt partir dans un scénario ambitieux et qui vont choisir la profondeur d'un marché. Donc, ils vont se dire, voilà, je veux me développer à l'international. Donc, si je dois y aller, je vais choisir un marché où il y a beaucoup de demandes, où j'ai beaucoup de clients potentiels, un marché où je pense que mes clients sont matures pour acheter mon produit et où je vais avoir pas mal d'opportunités commerciales. Et souvent, les entreprises qui réfléchissent comme ça, dans ce scénario-là, vont tenter l'aventure américaine parce que quel marché est les États-Unis? Enfin, voilà, c'est un marché qui a un énorme potentiel avec énormément de clients, qui est souvent assez mature dans un certain nombre de secteurs et où les opportunités commerciales sont nombreuses. On en reparlera, mais les Américains adorent tester des nouveaux produits. Donc, dans ce scénario-là, c'est souvent les États-Unis qui sont privilégiés. Après, il y a une deuxième salle, qui est peut-être une salle un peu plus pragmatique, où là, ce qu'on va privilégier, c'est plutôt la facilité d'entrée, c'est-à-dire que ce qu'on va plutôt évaluer, c'est la proximité culturelle, la proximité linguistique, le contexte réglementaire, le contexte légal, le contexte juridique, et se dire, voilà, ce marché, il ressemble beaucoup à notre marché, et donc, en fait, ça va être plus simple et moins coûteux de se développer dans ce marché. Donc, c'est par exemple la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises américaines, quand elles s'internationalisent et qu'elles viennent en Europe, elles vont d'abord atterrir au Royaume-Uni. Parce qu'il y a la même langue, il y a quand même certaines passerelles culturelles, sans faire de raccourcis, parce que ce sont deux cultures différentes, mais il y a quand même une certaine forme de proximité culturelle. Et c'est souvent pour ça qu'elles se développent d'abord en passant par le UK et que souvent Londres est un peu leur headquarter en Europe. Alors, nous, chez Phoenix, on a choisi donc la deuxième salle. Comme vous en doutez, moi, j'ai plutôt tendance à penser que ça permet de faire une croissance internationale maîtrisée que de choisir des pays qui ont une proximité. Et donc, nous, on a choisi de se développer d'abord au Portugal et en Espagne pour plein de raisons. D'abord, évidemment, parce que ce sont des pays qui ne sont pas très loin de chez nous. Et pour nous, dans notre secteur d'activité, ce qui est
extrêmement important pour nous, c'est le contexte juridique et légal, et notamment les incitations fiscales autour du gaspillage alimentaire et non alimentaire. Et donc, dans ces pays-là, il y a des législations qui ressemblent pas mal à celles qu'on a en France et qui sont assez favorables au lancement de notre activité. OK, ouais, donc ouais, effectivement, j'allais dire, tu pas commencé par la Belgique, du coup? Non, mais Belgique, Luxembourg, ça doit être aussi, quand on veut faire c'est l'international tout doux, quoi. Tu parles français, tu as des contextes un peu similaires. Alors, Mmh. ouais, j'ai presque envie de dire que c'est presque pas de l'international. Ouais, En fait, on est sur des petits marchés. Alors, la Belgique, c'est un pays complexe où tu as quand même plusieurs langues. Si tu te développes juste sur la Belgique francophone, franchement, ça reste un petit marché. Et dans la plupart des structures où j'ai été, la Belgique et le Luxembourg étaient souvent gérés par la France et étaient considérés un peu comme une extension de la France et pas vraiment de l'international. ouais, on va le dire doucement parce que s'ils nous entendent, les Belges, ils seront peut-être pas contents. Je parle Mais évidemment d'un point de vue business. J'ai beaucoup d'affection pour nos amis belges, mais on est quand même très cousins dans notre manière de faire du business, en tout cas. c'est clair, c'est clair. Non, c'était plus pour la blague qu'autre chose. Bah, justement, par contre, du coup, tu as dit un truc intéressant et puis ça me fait une transition toute trouvée sur la question d'après parce que t'as dit, au final, c'est géré par la France. Euh, Une des étapes aussi pour préparer peut-être l'internationalisation, c'est justement l'évolution de la structure de marketing de l'équipe. Et comment est-ce que du coup tu adaptes ton équipe marketing pour passer en fait d'une équipe qui était, j'allais dire unie, enfin en tout cas qui gérait pour gérer un pays, bah, du coup tu as une équipe qui est peut-être séparée en services, mais ce coup-ci tu vas rajouter la complexité peut-être de la localisation. C'est quoi du coup c'est la réorganisation d'un service marketing quand tu démarres l'internationalisation? Ouais, c'est un moment clé dans une organisation marketing. Alors, tu disais que tu as une équipe unie. Justement, l'idée, c'est de ne pas la désunir au moment où tu t'internationalises. Donc, c'est vrai que si tu es monomarché et tu es sur la France, tu as une équipe marketing qui, en fait, ne conscientise pas qu'elle fait à la fois de la stratégie globale et de l'exécution locale, parce qu'en fait, tout est sur un même marché. À partir du moment où tu vas ouvrir un pays, en fait, il va falloir prendre conscience de ça, c'est-à-dire qu'en fait, dans une équipe marketing, il y a deux tractions, il y a des réflexions plutôt de l'ordre de la stratégie, de la marque, qui sont en fait des réflexions qui sont plutôt globales, et ensuite, il y a de l'exécution terrain, qui nécessite de l'alignement souvent avec une communauté locale, et cette communauté locale, ça va être des prospects, ça va être des clients, ça va être des partenaires, ça va être des journalistes, ça va être aussi les commerciaux qui s'occupent de ce marché. Et donc en fait, tu réalises assez vite que tu as une équipe à deux étages. Et donc, au moment où on internationalise, souvent, on se voit invité à réfléchir et à créer une nouvelle fonction dans l'équipe marketing, qui est le field marketing. Donc, c'est-à-dire que sur ton nouveau marché, tu vas recruter un field marketeur qui va être en charge de cette exécution locale et de l'interaction avec toutes les parties dont j'ai parlé, les clients, les prospects, les partenaires, les journalistes, etc. Mais idéalement, il faut aussi que tu dupliques cette fonction-là sur ton marché français. Parce que si tu ne le fais pas, en fait, ton équipe va être en permanence un peu confuse dans ses missions et va avoir aussi tendance, qui est bien naturelle, à avoir un prisme vers la France et à un peu oublier qu'elle travaille pour l'international. Et ça, ce biais, je l'ai vu à peu près dans toutes les boîtes qui s'internationalisent. C'est pas simple, en fait, de passer d'une mentalité monomarché à une mentalité internationale. Et il y a toujours un prisme pendant un moment où on va naturellement plus penser au marché mère et un peu moins penser aux petits copains. Moi, la manière dont j'ai réussi à dépasser ce problème, c'est en créant des fonctions, ce que j'appelle integrated marketing au sein des équipes du siège. L'integrated marketing, c'est une équipe qui est en charge de s'assurer qu'on exécute bien toutes nos campagnes marketing dans les différentes géographies et de s'assurer que chacun ait bien tous les éléments dont il faut pour exécuter ses campagnes. Et donc, je trouve que cette équipe integrated fait bien le boulot de passerelle entre le field et les équipes du siège qui vont plutôt travailler
sur la stratégie, sur la marque, sur le design, par exemple. Et donc, chez Phoenix, c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Donc, dans nos pays, dans nos marchés internationaux, j'ai une fonction field marketing. Et en France, j'ai une équipe marketing globale et une fonction field marketing France pour le marché français. Ok, ouais, donc du coup, effectivement, t'as cette équipe, cette équipe centrale globale, du coup, c'est peut-être là où, au final, tu as le plus de ressources. Du coup, si tu gères effectivement la marque, les différents sujets, et puis après, tu as ce field marketer par marché qui va adapter les campagnes globales au niveau local et qui va peut-être aussi, du coup, faire des actions purement locales en fonction des différents marchés. Et donc, tu as créé cette fonction integrated marketing qui fait partie de l'équipe globale et qui a, du coup, pour objet de faire le lien clairement avec avec les différents marchés, c'est ça? Ouais. L'idée, c'est vraiment d'optimiser la communication entre le siège et les équipes field marketing en local, parce que pour l'avoir vécu dans ma chair pendant des années, quand on est en local, un peu loin du siège, parfois c'est un peu difficile d'être au centre des discussions, d'avoir accès aux bons assets, aux bonnes informations, aux bons éléments pour déployer des campagnes. Et donc, il y avait beaucoup d'énergie et d'efficacité qui étaient perdues via ces canaux de communication qui n'étaient pas forcément très fluides. Et je trouve qu'en mettant en place cette passerelle au niveau du siège, on gagne beaucoup en efficacité et en rapidité d'exécution. Ok, très cool. Est-ce que tu as, alors petite question annexe par rapport à ça, du coup, est-ce que tu as des rituels en place avec les équipes locales, du coup, pour t'assurer de la cohésion de l'équipe et que ce soit pas, parce que du coup, tes équipes locales, elles sont dans les pays, Ouais. les field marketeurs, et du coup, bon, forcément, il y a cette distance qui est physique, du coup, par rapport aux équipes globales. Est-ce que tu as, des petits rituels en plus de cette vraiment fonction integrated, quoi? En fait, moi, je les considère comme, enfin, je ne silote pas mes équipes. Je pense que Mhm. c'est une erreur de siloter les équipes. Et ça aussi, j'ai beaucoup vu ça dans des entreprises qui commencent à s'internationaliser. C'est qu'en fait, les équipes sièges, qui sont plus nombreuses et qui, pour le cas de la France, parlent français, vont faire leurs réunions dans leur coin. Et puis, il va y avoir les équipes internationales qui parlent pas français, qui sont un peu mises de côté. Et donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est de dire qu'on a une seule équipe. Donc, tous les meetings, enfin, en tout cas, les meetings qui font sens, toute l'équipe est là. Donc, ça nécessite une petite conduite du changement parce que ça veut dire qu'il faut passer à l'anglais et accepter ça. Donc, c'est pas toujours simple, mais pour moi, c'est un fondamental de faire en sorte que les équipes soient vraiment aient toutes le même niveau d'information et n'aient pas l'impression, enfin, que les équipes internationales n'aient pas l'impression que le siège décide dans son coin sans être concerté. Moi, ça m'est déjà arrivé quand je bossais dans des boîtes américaines de voir qu'il y avait certaines campagnes globales qui avaient été décidées par le siège, qui n'avaient absolument aucune résonance sur les marchés européens, mais qui avaient été décidées sans qu'il y ait une seule personne de l'Europe présente dans les meetings. Ça me rendait folle. Et donc, je veille vraiment à ça. Et je veille aussi à valoriser le travail des équipes locales. C'est-à-dire qu'il peut vite y avoir un rapport un peu descendant entre le siège et le local. C'est important aussi de mettre une courroie de transmission dans l'autre sens. Et une des choses que j'aime bien faire quand on a des meetings mensuels ou trimestriels où tout le monde est là, c'est de demander aux équipes locales, non seulement évidemment de présenter ce qu'elles ont fait sur les dernières semaines, etc., mais aussi de faire souvent un petit point culturel sur le pays dans lequel elles sont, soit, je sais pas, faire un update sur une loi qui est en train de passer, qui peut bouleverser notre marché, ou montrer une campagne marketing d'un concurrent qui était hyper intéressante. Enfin, voilà, essayer aussi de sensibiliser les équipes du siège au fait qu'elles travaillent pour tout le monde et l'international et pas seulement pour la France. Ok, ouais, super intéressant. C'est vrai que j'allais dire cette question de relations descendantes au final entre le global et le local, ça peut vite s'installer. Au final, c'est une vraie problématique quand même. Ouais, ça peut vite s'installer. Je pensais aussi à une autre petite bonne pratique, mais souvent on faisait des programmes de buddy, donc de mettre en binôme en fait une personne du siège avec une personne de l'international et de leur dire voilà, maintenant vous êtes un peu en binôme, vous vous parlez régulièrement pour essayer de fluidifier aussi ces discussions et ces échanges entre la France et l'international. Ok, très cool. Donc si on reprend un petit peu les étapes de ce qu'on a dit, donc euh,
c'est le moment d'internationaliser du coup sa stratégie. On a ciblé le marché, donc on a défini par rapport aux critères profondeur de marché et puis facilité technique. Donc tu as choisi ton marché, tu as préparé l'organisation, l'évolution en tout cas de ton équipe marketing. Au niveau du go-to-market, comment est-ce que tu approches un nouveau marché? C'est quoi des attentes raisonnables, les attentes à avoir quand tu veux justement ouvrir un marché? Et puis comment est-ce que tu testes, quoi? Ouais, alors c'est une très bonne question. Et ce que j'ai bien aimé dans ta question, c'est raisonnable. Parce que moi, c'est vraiment le challenge que j'ai eu à chaque fois, c'est-à-dire qu'on pense un peu naïvement qu'on va ouvrir un marché et qu'on va avoir des résultats immédiats. Et franchement, si je devais partager un seul conseil aujourd'hui, c'est attention, soyez patient. L'internationalisation prend du temps. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment y aller step by step. Donc, ma première reco, c'est de faire un vrai travail de product marketing en amont et de bien valider le product market fit. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas validé le product market fit, surtout, ne commencez pas à lancer des investissements, je sais pas, payants par exemple, digitaux. Vous allez cramer du cash et vous n'allez pas avoir de retour sur investissement et ça va être hyper frustrant pour tout le monde. Donc, comment on fait ça? Essayez déjà de regarder ce qui marche sur votre marché mère, donc la France, sur quel segment vous êtes bon, sur quel verticaux vous êtes bon, sur quel persona vous êtes bon. Essayez d'aller tester si ça fonctionne dans le pays cible où vous voulez aller. Donc, pour ça, il y a quand même tout le marketing digital qui permet de faire des premiers tests. Vous pouvez faire des tests par email, vous pouvez tester des landing pages, regarder si ça clique, si ça ouvre. Analysez bien aussi votre addressable market sur le territoire dans lequel vous voulez vous lancer, pour que vous ayez aussi une notion du volume de clients potentiels que vous avez. Et tester tranquillement. Donc, vous pouvez tester des petites campagnes SIA, tester des petits partenariats. L'autre jour, j'ai écouté un podcast où il y avait Pauline Léniaud de Gémio. Donc là, c'est un exemple plutôt B2C qui racontait que Gémio est en train de s'implanter au Japon. Et que elle, ce qu'elle a fait, plutôt que d'investir directement dans une boutique à Tokyo ultra onéreuse, elle a commencé par louer une suite dans un hôtel à Tokyo pour présenter ses bijoux à la clientèle japonaise. Et je trouve que c'est une bonne illustration d'y aller tranquillement, sans se lancer dans des investissements qui peuvent clairement vous mettre en péril. Donc voilà. Et je pense aussi qu'un bon point de départ pour y aller tranquillement, c'est de s'appuyer sur des clients. Comme je vous disais, il peut y avoir un scénario où vous avez des clients français qui vous emmènent à l'international. Je pense que vous pouvez vraiment les utiliser comme laboratoire avant de lancer des opérations à plus large échelle. Ok. Du coup, tu as tendance à privilégier quand même plutôt les canaux qui ont fait leurs preuves en France sur ton marché et puis faire tes tests par là, ou du coup parce que tu vois, je me rappelle d'un épisode justement où on en parlait un petit peu avec Geoffrey Vion de Content Square. Il y a un moment où effectivement lui me disait que c'était les events fonctionnaient très bien pour eux et que du coup ils commençaient un petit peu, tu vois, enfin essayer de répliquer un petit peu la même stratégie de ce qui avait fait déjà ses preuves, quoi. Oui, ça peut être un bon point d'entrée, sachant que l'internationalisation a quand même souvent tendance à un peu renverser la table sur ce que tu penses fonctionner ou pas d'un point de vue marketing. Donc, je pense que ça peut être un bon point d'entrée, effectivement, de se dire ce qui marche en France, je le teste sur le marché cible pour voir si ça fonctionne. Mais il faut quand même être prêt à accepter que les recettes françaises ne fonctionnent pas en Espagne, en Italie, en Allemagne et aux États-Unis, et être prêt à changer son fusil d'épaule. Moi, c'est vraiment ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, souvent quand on s'internationalise, on commence à avoir une certaine maturité sur le marché français. Et s'internationaliser, ça nécessite de revenir à un pur esprit growth, de test et d'accepter de tester des choses pendant pas longtemps. Et si ça marche pas, on arrête, on teste autre chose. Il faut renouer avec une certaine forme d'agilité quand on s'internationalise. Ouais, au final, ce que tu dis, c'est que c'est d'avoir une certaine maturité sur le marché français, ça peut te mettre des œillères. Enfin, en tout cas, ça t'a peut-être ancré des croyances et que du coup, d'ouvrir de nouveaux marchés, c'est repasser par ces phases de test où il faut casser un petit peu tout ça pour trouver ce qui fonctionne, quoi. Il faut casser un peu tout ça et parfois, il faut aussi parfois un peu accepter de casser certains process qui marchent bien en France parce que
tu es sur une mécanique bien huilée, un marché où tu as beaucoup de clients, etc. Et là, de te dire, en fait, c'est presque une start-up au sein de ma start-up qu'on recrée, quoi. Ok. Et du coup, tu en as parlé un petit peu en avant, enfin en amont quand on parlait effectivement de la profondeur de marché. Quand on parle d'internationalisation, c'est vrai que surtout chez les éditeurs de logiciels, les startups, ce qui fait rêver, c'est les USA. Euh, Est-ce que tu as, bah, du coup, tu as été dans les boîtes américaines qui ont ouvert en France et puis du coup, t'as fait aussi l'ouverture dans l'autre sens. Est-ce que tu as des leçons, des choses à savoir sur justement comment est-ce qu'on fait pour ouvrir les États-Unis? Ah ouais, donc l'American Dream, effectivement, ça fait vibrer beaucoup de boîtes françaises. C'est un bel idéal. Il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui se sont cassés les dents sur le marché américain. Le marché américain, il n'est pas simple, déjà en raison de sa taille, ça paraît évident, mais en fait, on a tendance à l'oublier. Hein, c'est un marché qui fait 6 à 7 fois la France. Et du coup, quand on arrive avec un budget marketing français, il faut se dire on a un tout petit budget à l'échelle des États-Unis, ne serait-ce que par rapport à la taille du marché. Et qu'en plus, tous les coûts d'acquisition aux États-Unis sont 3 à 4 fois plus chers. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Une agence de relations presse en France, le minimum que vous allez payer pour avoir une agence qui a pignon sur rue, c'est environ 5 000 € par mois. Aux États-Unis, si vous voulez avoir une agence, vous allez avoir du mal à trouver une agence à moins de 15 000 $ par mois. Et alors, pourquoi? Simplement parce qu'il y a 5, 6 fois plus de journalistes à adresser aux États-Unis qu'en France, tout simplement. Hein. Il y a des histoires d'échelle qui sont assez différentes. Donc, moi, ma reco, quand on arrive aux États-Unis, c'est pas de se dire j'attaque les États-Unis, quoi. Vous allez vous planter. Ma reco, c'est de se dire ok, le marché, il est énorme, le gâteau est énorme. Par quelle petite part du gâteau je décide d'aborder ce marché? Et alors là, vous pouvez prendre plusieurs hypothèses, avoir plusieurs postulats. Ça peut être un postulat géographique. C'est pas, vous pouvez vous dire que vous voulez, par exemple, vous adresser qu'aux côtes et aux grandes villes. Ça peut être une manière d'aborder le marché. Ou alors, essayer de segmenter un maximum votre audience et de se dire, d'abord, je vais tester mon market fit sur telle audience. Et puis ensuite, une fois que j'aurai trouvé une première traction, je vais progressivement augmenter. Mais attention de ne pas y aller tout feu, tout flamme, parce qu'il y a quand même de grands risques de brûler beaucoup d'argent pour des résultats qui sont proches de zéro. Mon deuxième conseil, c'est que si vous le pouvez, assurez-vous une crédibilité locale. Votre marque ne sera pas connue aux États-Unis. Et là où une marque américaine qui arrive en France, elle peut avoir un peu la hype. C'est pas forcément le cas de l'autre côté, c'est-à-dire que vous allez être la petite marque française que personne ne connaît. Donc, c'est toujours bien quand on peut s'acoquiner, je dirais, avec quelqu'un en local, avoir un partenaire en local qui va un peu vous propulser. Donc, ça peut être aussi une bonne piste à investiguer. Et le dernier point, c'est ne pas sous-estimer les spécificités culturelles. On a l'impression que les États-Unis, on a baigné dans cette culture en regardant les films, en ayant accès à toutes sortes de biens culturels américains. On a l'impression qu'on les connaît, que c'est facile et qu'on peut juste répliquer ce qu'on fait en France. Et en fait, ça reste une culture qui est assez différente. Les comportements B2B sont assez différents, avec des cycles d'achat qui sont beaucoup plus courts, mais en fait, où les clients américains vont vouloir tester un produit. Et si ça ne marche pas, ils vont vous sortir très, très vite. Alors que ce que j'ai connu plutôt en Europe, c'est qu'on va avoir parfois des cycles de vente beaucoup plus longs, mais quand un client vous a choisi, généralement, il va être beaucoup plus fidèle. Et tout simplement aussi, il y a des habitudes qui sont liées à la taille du territoire qu'on n'anticipe pas. Moi, quand j'étais chez iAdvise, on s'était lancé dans de l'événementiel, là, comme tu en parlais, Axel, et en fait, je ne comprenais pas pourquoi les équipes commerciales américaines n'étaient pas friandes des salons comme nous en Europe. Et vraiment, je ne comprenais pas parce que ça ramenait du business, ça marchait, on avait une vraie expertise dans la manière de les exécuter. Et en fait, en creusant avec eux, j'ai juste fini par me réaliser que quand on faisait un salon à Paris avec l'équipe commerciale française, la plupart des gens étaient basés à Paris et en fait, on leur demandait juste d'aller passer 3 jours à Porte de Versailles. Donc, en gros, de prendre le métro le matin et de rentrer chez eux le soir. Quand vous avez une équipe commerciale à Boston et que vous faites un salon à Miami, vous leur demandez en fait littéralement d'être une semaine loin de chez eux.
Et j'avais pas du tout percuté. Et en fait, ils étaient réticents et vraiment, ils freinaient des cas de fer sur les salons, tout simplement parce qu'ils voulaient pas assumer le temps de déplacement loin de chez eux. Donc, c'est des petites choses comme ça et vraiment, tout se joue dans les détails, mais attention, ça n'est pas un marché comme celui de la France. Il y a plein de différences à toutes sortes de niveaux. Ouais, OK. Et c'est vrai que quand tu parles de cette proximité, enfin culturelle, en tout cas, on baigne un petit peu dedans et puis, même nous, on travaille, parfois en anglais, on a l'impression de bien parler anglais, mais ce que tu dis en termes de crédibilité locale aussi, potentiellement, c'était, effectivement d'avoir un natif, enfin, d'avoir quelqu'un sur place, potentiellement aussi pour pouvoir, travailler vraiment ce marché-là, quoi. D'ailleurs, tu as dit que vous aviez ouvert à Boston, du coup? Oui, alors ça, c'est un grand débat aussi quand on s'internationalise aux US, c'est où est-ce qu'on va se baser. Quand on est une boîte de tech, évidemment, naturellement, on pense à San Francisco et à la Silicon Valley. Attention avec ça parce que c'est très loin. Donc, il y a un décalage horaire qui est de 9 heures. Donc, en termes d'opération, c'est pas simple. Et le deuxième point, c'est que pour recruter, vous allez être confronté à toutes ces boîtes de tech hyper sexy de la Silicon Valley. C'est pas facile d'attirer les talents et les talents sont très chers. Donc ça, c'est l'option numéro 1 qu'on peut considérer. L'option numéro 2, ça peut être de se dire, on va essayer de trouver une localisation plus proche de l'Europe et donc New York peut être une bonne option. Il y a moins de décalage horaire, donc c'est plus facile de travailler avec des équipes qui sont là-bas. En revanche, il y a sans doute un peu moins de talent parce que c'est moins une vie de tech. Et donc, nous, quand on était chez iAdvise, on avait pris une option peut-être un peu plus audacieuse, mais qui faisait sens, c'est qu'on avait décidé de se baser à Boston. Donc déjà, Paris-Boston, c'est direct, hein, c'est 6 à 7 heures d'avion en fonction des vents. Il y a peu de décalage horaire hein, et surtout, c'est une ville où il y a Harvard, le MIT, donc il y a un bon réseau de cerveaux et de talents pour recruter. Donc, c'était un choix qui nous a bien convenu. OK, ouais, puis tu me disais effectivement culturellement aussi c'est quand même, très différent. Enfin, je me rappelle quand on prépare l'épisode que tu me disais, c'est, claquettes, short claquettes, dans la Silicon Valley et puis, costume cravate, du côté de New York, quoi. Ouais, effectivement. Donc moi, j'ai travaillé chez Zendesk. Donc Zendesk, le siège était à San Francisco et j'ai travaillé chez Yext, donc le siège était à New York. Et effectivement, même au sein des États-Unis, en fait, les États-Unis, enfin, il y a une telle diversité. Et effectivement, il y a l'esprit très Silicon Valley à San Francisco, où voilà, les gens venaient avec leurs chiens au bureau, en short, à la chemise hawaïenne, partaient du boulot à 16 heures, voilà, pour aller à la plage. Enfin, bon, bref. Et à côté de New York, il y a quand même, je trouve, une proximité culturelle plus forte. C'est plus, j'allais dire, des Parisiens américains. Mais en tout cas, il y a quand même voilà, un certain rythme de travail et une manière beaucoup plus formelle d'aborder le travail. Mais ceci étant dit, j'ai adoré bosser avec les deux types de sociétés. C'était chaque fois très enrichissant. Très cool. Écoute, on se dirige doucement vers la fin de cette première phase. Si on devait résumer un petit peu notre échange, si tu devais retenir un conseil, qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant du coup sur ce sujet-là, de l'internationalisation? Alors, j'en aurais deux. Donc, le premier point, mais je pense que j'ai été assez claire là-dessus, c'est attention de ne pas foncer bille en tête. Et une internationalisation, ça peut vous coûter très cher. Vous pouvez y laisser des plumes. Il y a beaucoup de boîtes qui ont tenté d'ouvrir des nouveaux marchés et qui en sont revenus, et des belles boîtes, et des bien connus, et des gens avec beaucoup de moyens et qui n'ont pas réussi, qui sont cassés les dents. Donc, maîtrisez bien votre stratégie d'internationalisation, validez bien votre market fit avant de lancer des investissements en masse. Ça, c'est ma première reco. Et ma deuxième reco, c'est le fameux Think Global, Act Local, c'est-à-dire articuler bien votre stratégie entre votre stratégie de marque globale et la cohérence que vous voulez maintenir entre les différents marchés, mais en même temps, une certaine liberté dans l'exécution locale. Attention à ne pas vouloir être trop vertical dans la manière dont vous gérez l'internationalisation et à laisser voilà, les pays proposer des dispositifs, des campagnes adaptées à leur marché. OK, très cool. Et ben écoute, encore une fois, merci beaucoup Hélène, pour tout ça.